Bienvenue à Sonitech. C'est le deuxième talk que je donne à Sonitech cette année. Je suis en backup, puisque ça ne devait pas être ce talk qui était prévu. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on crée ensemble notre propre machine virtuelle avec une JIT intégrée. Donc on va faire, spoiler alert, ça va être un petit peu technique, on va essayer de démystifier tout ça, on va faire un peu de C++, un peu d'assembleur, je vais essayer de vous expliquer comment fonctionne une JIT et on va en créer une, enfin que j'ai déjà préparée, et on va voir ça ensemble. Voilà, donc créer sa propre VM avec compilation JIT pour les nuls, parce que l'objectif c'est, si vous ne savez pas faire, bah, vous allez un petit peu apprendre. On va juste revenir très rapidement sur quelques petits éléments de langage sur le langage et la compilation, c'est comment on comprend un langage aujourd'hui en informatique. Donc pour comprendre un langage, on a globalement 4 grandes techniques. Là, je vais revenir juste là-dessus, c'est juste pour poser un petit point de vocabulaire. On a donc l'interpréteur, vous avez un code source qui est écrit, il est passé dans un interpréteur, donc il va lire ce code source à la volée et qui va exécuter les fonctions à la volée. Voilà. Donc là, il n'y a pas vraiment de notion de compilation. Dès qu'il rencontre une instruction qu'il connaît, il l'exécute. S'il y a une erreur de syntaxe, erreur, il s'arrête. Le compilateur de type AOT, Ahead of Time, ça veut dire qu'on va prendre un code source, on va le compiler, on va générer un binaire, et c'est ce binaire que vous allez exploiter. Donc il va être exécuté. Donc on a généré du code machine qui est exécutable directement par le processeur. Vous avez le compilateur just-in-time, qui lui, par contre, va prendre votre code source, il va l'ingérer, il va en créer une représentation intermédiaire pour voir s'il n'y a pas d'erreur de syntaxe, et ensuite il va l'exécuter à la volée en générant du code d'assembleur à la volée. C'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Et la quatrième technique, c'est un peu une combinaison des deux. C'est ce que vous retrouvez essentiellement dans vos machines virtuelles Java, la compilation AOT et JIT. Parce qu'en Java, quand vous faites Java, par exemple, vous passez par une compilation de type Ahead of Time, vous compilez votre programme et vous générez des points classes, qui sont une représentation intermédiaire. Enfin, des points classes, et après vous générez un point jar, un point war, enfin en tout cas une version exécutable de votre programme. Et cette classe, après, elle est ingérée dans votre machine virtuelle, et c'est la JIT qui va générer le code binaire, interpréter et générer le code binaire à la volée et l'exécuter. Ceci étant posé, donc je reviens donc sur ce que j'ai dit, j'ai raté les slides. Donc l'interpréteur code source, interpréteur output. La compilation ahead of time, donc le code source est compilé vers du code binaire, le code binaire est exécuté ensuite par le processeur. La compilation just-in-time, donc on compile vers une représentation intermédiaire, le plus souvent un bytecode, mais ça peut être toute autre représentation intermédiaire, et ensuite des mécanismes internes vont pouvoir vous générer du code binaire et l'exécuter. Et la combinaison des deux, le head of time plus la JIT, qui donc à la phase préliminaire de compilation vers une version intermédiaire, et c'est cette version intermédiaire qui est ensuite ingérée par la virtual machine. Voilà. Là, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est qu'on crée notre propre machine virtuelle avec son bytecode spécifique qu'on va développer nous-mêmes et sa JIT intégrée. Donc, le principe, je vais vous donner ma petite recette. C'est concevoir un langage source. Donc, on va créer notre langage source. On va partir d'un besoin fonctionnel. On va concevoir un bytecode relativement simple et complet pour pouvoir couvrir l'exécution de ce langage source. On va compiler ce langage vers ce bytecode. On va interpréter le bytecode lors de la première exécution du programme. Donc ça, on va exécuter chaque instruction du bytecode. On va générer en parallèle le code machine correspondant. Et ensuite, une fois qu'on va re-rentrer dans le programme, vu qu'on a déjà généré le code machine, on pourra exécuter le code binaire directement et donc d'éviter d'avoir le overhead, le surcoût d'exécution du bytecode. Ça, c'est la recette relativement classique que je vous propose. Ce que je vous propose, c'est qu'on conçoit ensemble donc une calculatrice RPN, donc en Reverse Polish Notation, donc notation polonaise inverse. Donc pour ceux qui ont connu dans les années 90, 80 ou avant, etc., donc c'est typiquement les calculatrices de type HP. La notation polonaise inverse, en fait, elle a l'avantage, c'est qu'elle permet d'écrire des formules mathématiques, arithmétiques, de façon simple et totalement non ambiguë. Ce qui fait que la syntaxe étant très simple, c'est très facile de concevoir un type de langage pour ça, et donc de pouvoir l'interpréter et de pouvoir l'exécuter. Je vais vous donner quelques exemples pour illustrer le principe, pour celles et ceux qui ne connaissent pas. Donc, par exemple, 1 plus 2, on va l'écrire 1, 2 plus. C'est-à-dire on va prendre le chiffre 1, on va le mettre sur une pile, on va prendre le chiffre 2, on va le mettre sur une pile, on va appeler l'opérateur plus, il va dire « Ah, j'ai besoin de 2 opérandes, je dépile la première opérande, je dépile la deuxième, j'effectue l'addition et je mets le résultat sur la pile. » Si vous avez compris ça, vous avez tout compris sur la notation polonaise inverse. 3 fois 4, donc c'est 3, 4 étoiles. 1 plus 2 fois 3, comme là, la notation polonaise inverse nous permet de ne pas avoir de priorité d'opérateur et donc d'écrire les choses de façon non ambiguë. 1 plus 2 fois 3, ça va s'écrire 1, 2, 3, étoile plus.
Donc en fait, ça va nous permettre donc d'avoir de pousser 1 sur la pile, 2 sur la pile, 3 sur la pile. On appelle l'opérateur à étoile qui va s'appliquer sur 2 et 3. On va avoir le résultat et on va additionner les deux, le 1 et le résultat, etc., etc. Donc vous avez compris le principe. Ce que je vous propose donc, c'est qu'on écrive une calculatrice, alors qui ne va gérer que des entiers, mais ça pourrait marcher aussi avec des flottants. Là, c'est juste pour des raisons de simplicité. Et le code sera disponible, il est déjà disponible sur mes miroirs Git, donc vous retrouverez à la fin. Elle a plusieurs micro-instructions qui sont créées, par exemple NOP, qui n'effectue pas d'opération. Ça permet de tester la machine virtuelle, d'avoir une instruction qui permet de tester un petit peu les mécanismes internes, et qui ne fait rien, qui permet juste de dire ça fonctionne. On peut pusher un nombre sur la pile, on peut récupérer la valeur du nombre qui est en haut de la pile, on peut popper un nombre de la pile, on peut effacer la pile, on peut dupliquer le nombre qui est au-dessus de la pile, etc., etc. Et ensuite, vous avez les opérations arithmétiques, ajouter, soustraire, multiplier, diviser, etc., etc. Donc j'ai implémenté un certain nombre de fonctionnalités. Vous pouvez faire même des opérations sur les bits avec des décalages, des et, des ou exclusifs, etc. Et puis, on a quelques opérateurs qui sont finalement des raccourcis vers les mots-clés qu'on a vus juste avant. Plus, c'est un alias de add. Étoile, c'est un alias de mul, etc. Ce qui permet donc d'avoir, à la compilation, de se dire, soit je veux écrire mon opérateur en toutes lettres, soit j'utilise un opérateur mathématique plus classique parce que je suis plus habitué à ça. Et puis, quelques instructions étendues qui nous permettent, par exemple, de gérer quelques variables internes. Par exemple, des emplacements mémoire qui nous permettent de sauvegarder des valeurs intermédiaires si on en a besoin, si on a des calculs complexes à faire, par exemple comme la suite de Fibonacci, et de pouvoir récupérer ces valeurs. Et puis quelques registres spéciaux qui nous permettent, par exemple, là, ici, RND, de générer un nombre pseudo-aléatoire. NAO qui nous permet de récupérer le nombre de millisecondes depuis le 1er janvier 70, etc. Si on veut faire des trucs un petit peu funky et tricky. Voilà. L'architecture du code, si on regarde la vue simplifiée donc de ce programme, mais c'est vrai pour quasiment n'importe quel programme, si vous prenez la machine virtuelle JavaScript V8 de Chrome ou ce genre de choses, ça va être un peu plus complexe que ça, mais au final, si vous simplifiez les choses, vous allez obtenir quelque chose qui ressemble fortement à ça. Donc vous avez donc, votre programme, voilà, en haut, de quoi écrire sur la console, et Calculator, c'est votre machine virtuelle. C'est cette classe qui va être le chef d'orchestre de votre machine virtuelle et donc qui va permettre de pouvoir dialoguer avec le reste du programme. Vous allez avoir besoin d'un parseur, forcément, pour parser les expressions mathématiques, d'un compilateur pour pouvoir transformer ce langage de haut niveau vers un bytecode, qui est ici. Donc bytecode qui est une classe qui va stocker du bytecode, donc la représentation intermédiaire de votre langage. Ici, la classe state ici, qui permet de gérer l'état de la calculatrice, globalement la stack et les variables intermédiaires, comme je vous disais. Le host code, comme son nom l'indique, qu'on verra tout à l'heure, qui permet donc de stocker le code binaire qui sera exécuté, donc qui sera généré à la volée et exécuté pour les fois suivantes. Function, qui est un accesseur à host code qui permet donc d'appeler une fonction binaire. Et basic block, on va y revenir juste après. Donc la calculatrice, comme je vous le disais, la classe calculator, donc là c'est du C++. Si vous n'êtes pas à l'aise avec du C++, c'est pas très grave. Hein. Mais globalement, j'ai essayé d'écrire le code de telle façon qu'en termes de... Vous pourriez l'écrire en Java ou en C# à peu près de la même manière. Je vous présente juste une notion d'interface. Donc, Calculator, c'est votre machine virtuelle. On va lui permettre de pouvoir lui donner une expression à évaluer, à exécuter, à interpréter. Interprète-moi cette expression. Comme ça, c'est très pratique. Ça permet au moins de vérifier qu'on est capable d'interpréter à la volée une expression. Compile-moi une expression, génère du bytecode et stocke-le quelque part dans le conteneur de bytecode. Et run, ça permet de dire exécute-moi le bytecode qui a été compilé précédemment. Voilà. Et bon, un accesseur qui nous permet de récupérer le résultat d'une fonction qu'on aura compilée et exécutée. Et donc derrière, vous allez retrouver une référence vers la console pour pouvoir lire et écrire depuis la console. Les opérandes, comme je vous disais, ce qui va contenir la stack et les variables intermédiaires, ce genre de choses dont on aura besoin. Un conteneur de bytecode et un conteneur de hostcode. Vous voyez, la classe calculator, elle est relativement simple. C'est juste un chef d'orchestre et ça ne sait rien faire de plus que ça que dialoguer avec ses autres classes. Donc, globalement, on a le constructeur qu'on va retrouver ici. Donc, les propriétés internes dont je viens de vous parler, la méthode execute, la méthode compile, run, clear, result. C'est ce qu'on vient de voir. L'état de la calculatrice RPN, c'est celle qui va faire vraiment le travail de calcul. Donc globalement, c'est une interface qui est... Enfin, on va déjà déclarer les opérandes.
Donc on a une stack d'entiers, tout en haut, qu'on voit, qui contient des int64. Et puis on a un array de 32 entiers, comme je vous ai dit, qui permet de pouvoir stocker nos valeurs intermédiaires et de jouer avec. Et derrière, on a les opérateurs qui vont s'appliquer sur cette stack. C'est ça qui va faire le travail réellement d'exécution. J'ai créé une addition, une soustraction, une multiplication. On pourrait, si c'est des flottants, dire je calcule une racine carrée, etc., etc. Maintenant, on en vient au bytecode. Parce qu'à un moment donné, maintenant, ça y est, on a l'état de la calculatrice, et je vous ai parlé du bytecode, mais qu'est-ce que c'est que le bytecode? C'est un pseudocode machine. C'est nous qui allons définir ce pseudocode machine, comment il est écrit, comment il est décrit. Ce bytecode, en fait, il doit correspondre globalement, vous allez définir des sortes de micro-instructions, et qui vont tenir sur un octet, d'où le nom bytecode. Aujourd'hui, un byte, ça vaut 8 bits. Ça n'a pas toujours été le cas par le passé, mais aujourd'hui, l'immense majorité des architectures, ça vaut 8 bits. Donc ça veut dire que sur 8 bits, vous allez stocker une opération, vous allez encoder une opération. Par exemple, stocker OP64, c'est ce bytecode, il va valoir une certaine valeur. Dès qu'on rencontre ce bytecode, on sait qu'on va vouloir pusher sur la pile un nombre, un entier de 64 bits, et que les 8 octets suivants, c'est la valeur qu'on veut stocker dessus. Donc c'est vous qui définissez un petit peu ce pseudocode machine. Voilà, OP64, et vous avez vos 8 octets derrière qui représentent les 64 bits que vous voulez stocker. OP-next, c'est une opération qui va dire, dès que je rencontre ce bytecode-là, cette opération, je fais la négation du nombre, etc. etc. Donc le bytecode, comme c'est votre pseudocode machine, ça va se représenter à peu près comme ça. Vous avez un conteneur, une classe, qui va contenir un array. Donc alors déjà, commençons par constructeur-destructeur, donc il va initialiser toutes nos propriétés, qui va contenir donc un array, un buffer ici, et un itérateur sur le buffer pour savoir où on en est, pour si on rajoute du bytecode dedans, et puis la taille de votre buffer. Globalement, c'est ça, c'est un array dans lequel vous stockez des octets, qui n'auront qu'une signification que pour l'interpréteur de bytecode. Vous avez de quoi resetter, c'est-à-dire que si vous voulez flusher ce conteneur, vous avez de quoi émettre dedans un octet, un mot de 16 bits, un mot de 32 bits, un mot de 64 bits en fonction des besoins que vous avez. Tout ça, ce sont juste des accesseurs, des mutateurs. Et ensuite, quelques raccourcis, si je dis emit-nop, ça va juste appeler la méthode emit-byte avec la valeur de l'opcode correspondant. Ça, c'est très pratique quand on est en train de développer toute machine, ça évite de retenir et d'écrire des opérations un petit peu complexes dans le code. Et globalement, votre bytecode, il va ressembler à ça. C'est une grosse énumération. Donc là, je l'ai mis sous la forme de statique, d'expression statique int, mais ça pourrait être une énumération. Donc ce sont des octets, et donc on voit que le bytecode OP-nop vaut 0, que stocker un nombre sur la pile, c'est le bytecode de type 1, etc. etc. Donc c'est nos opérations dans notre propre assembleur. Donc on les retrouve ici. Donc compiler une expression, on va juste dire comment on compile une expression. Quelque part, vous prenez votre expression, donc écrit en texte, qui a été rentré dans la console, et vous la donnez à manger à Calculator. Calculator, rappelez-vous, il a une méthode compile dans laquelle on lui passe l'expression. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va passer l'expression au parseur qui va faire l'analyse lexicale. Il va lire chaque lexème. S'il connaît les lexèmes, donc s'il y a une erreur de syntaxe, il tombe sur un lexème qu'il ne connaît pas. Par exemple, vous tapez Toto, il va dire Toto, je ne sais pas ce que ça veut dire, poum, syntaxe error, il arrête la compilation. Pour chaque lexème qu'il connaît, il va continuer son analyse lexicale et il va la passer au compilateur. Le compilateur lui va dire, je reçois ce lexème dans le contexte dans lequel je suis, qu'est-ce que je fais avec ça? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va générer le byte correspondant au bytecode et il va l'insérer dans le conteneur de bytecode. Donc l'analyse de compilation, elle est relativement simple. Ensuite, il va falloir interpréter ce bytecode. Donc comment ça se gère? Eh bien, Calculator, rappelez-vous, on a la méthode run. La méthode run, elle fait juste itérer sur le conteneur de bytecode sur lequel il va dire, pour chaque bytecode qui est stocké dedans, je vais l'interpréter, je vais dire, c'est quoi ce bytecode? Je vais avoir un code correspondant en face et je vais l'exécuter. Donc il va dire, si je reçois le bytecode add, je vais appeler la méthode add sur le state, donc, qui est juste à droite, et il va dire, je dépile deux opérandes, je fais l'addition et je stocke le résultat sur la pile. Donc si on regarde dans le détail, donc on a déjà l'opération de fetch and decode. Donc on va récupérer directement, donc on va itérer sur chaque opcode de notre bytecode, donc dans le conteneur bytecode, et ensuite on va faire globalement un gros switch case. On va dire, pour le bytecode de type nop, j'appelle une méthode qui s'appelle execute nop, donc qui ne fera rien. Pour le bytecode de type op64, j'exécute
la méthode i64, en lui donnant la référence vers le bytecode sur lequel on est. Et c'est cette fonction qui va s'occuper de faire le travail, etc., etc., etc. Et puis, bien sûr, s'il tombe sur un bytecode inconnu, parce qu'on aurait fait n'importe quoi dans notre programme, il lève une exception, le programme s'arrête. L'exécution, donc c'est lorsqu'on était dans la boucle switch, je vous ai dit, on appelle execute NOP, execute i64, etc., etc. Bien, voici comment ça va se passer, par exemple, pour execute i64. Il dit, dans execute i64, je sais que le premier byte de mon bytecode, donc c'est l'opcode i64, et que derrière, j'ai 8 octets qui correspondent au nombre que je veux stocker sur la pile. À ce moment-là, je vais récupérer ces 8 octets qui sont stockés dans un ordre que j'aurais prédéfini. Alors, est-ce que c'est en mode Big Endian, Little Endian? C'est à vous de choisir en fonction de votre architecture, en fonction de comment vous voulez faire la portabilité. Il faut choisir en tout cas un sens dans lequel sont stockés les octets pour pouvoir les reconstituer correctement. Et donc, vous allez reconstituer votre nombre. Voilà, ici. Vous allez donc récupérer les 8 octets qui suivent l'opcode, reconstituer un nombre, et ensuite appeler opérateur i64 qui va donc pusher ce nombre sur la pile. Et ensuite, il fait return 8. Pourquoi il dit? Parce qu'il va renvoyer à l'instruction de fetch and decode en disant j'ai consommé l'opcode OP i64 et en plus, j'ai consommé 8 octets derrière. Ce qui va lui permettre à l'autre de dire ah, j'ai besoin de sauter 8 octets pour aller à l'opcode suivant. Voilà. Et donc, execute add, simplement, il appelle l'opérateur add. Voilà. Maintenant que je vous ai parlé de ça, vous avez compris le principe, comment on exécute donc, du bytecode. C'est très simple. On définit un assembleur, on le stocke quelque part, on itère dessus, et pour chaque opcode qu'on récupère, on l'exécute, le code correspondant. Là, on va rentrer dans la partie qui est plutôt plus intéressante, puisque vous êtes venu pour ça, j'imagine, c'est comment on génère dynamiquement du code machine et comment on l'exécute. Donc, on va parler de la base de la compilation JIT, et je vais vous parler donc de la petite recette éprouvée, qui est, encore une fois, on alloue une mémoire tampon, quelque part. On écrit du code binaire dans ce tampon. Ce code binaire, on va y revenir tout de suite après en détail, il est constitué d'un prologue de fonction, donc c'est-à-dire comment lorsqu'on rentre dans la fonction, donc ce qui est exécuté par le processeur, comment on sauvegarde l'état dans lequel on est, comment on prépare notre fonction, est-ce qu'on a besoin de variables locales intermédiaires ou pas, etc., etc. On a le corps de fonction qui va exécuter la fonction pour laquelle elle est faite, et l'épilogue de fonction qui va restaurer l'état dans lequel il était pour que les fonctions suivantes puissent correctement s'exécuter. Et ensuite, on exécute le code binaire. Voilà. Avant de ça, je voudrais vous parler d'ISA. Alors, qui est ISA? ISA, c'est l'acronyme de Instruction Set Architecture. En fait, c'est le modèle d'architecture et la description complète de votre microprocesseur ou d'une famille de microprocesseurs. Par exemple, le x86, le x86-64, le RISC-V, l'ARM, etc., etc. L'ISA, globalement, ça va définir la spécification complète de votre processeur. C'est-à-dire les registres internes de votre microprocesseur, de quelle taille ils sont, à quel nombre ils sont disponibles, les instructions disponibles, est-ce que vous avez des instructions juste entières, est-ce que vous avez accès à des instructions en virgule flottante, etc., etc., les opérations, toutes les opérations que vous pouvez faire dessus, l'encodage des instructions, comment sont stockées de façon binaire les instructions, comment elles sont encodées, et donc comment on peut les décoder, les modes d'adressage, est-ce qu'on a des adressages directs, est-ce qu'on a des adressages indirects, est-ce qu'on peut bénéficier d'une MMU ou pas, donc d'une gestion virtuelle de la mémoire, le bootisme, c'est-à-dire dans quel ordre sont stockés les octets, octet de poids faible avant ou octet de poids fort, ça c'est très important, etc., etc. Donc en fait, c'est la spécification complète de votre processeur. Vous ne pouvez pas générer du code machine si vous ne connaissez pas l'ISA. C'est logique, c'est la spec. Mais l'ISA toute seule, c'est pas suffisant. Je vais vous parler de sa petite sœur, de sa copine qui est ABI. Donc l'ABI, c'est Application Binary Interface. En fait, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va définir finalement toutes les conventions d'appel qui sont utilisées et par le système d'exploitation et les programmes. Ça va vous dire dans quel ordre sont passés les paramètres entre les fonctions, quel registre on va utiliser, dans quelle valeur ou quel registre ou quelle zone mémoire sont stockés les résultats lorsqu'on revient d'une fonction, etc., etc. Donc elle est spécifique à un ou plusieurs systèmes d'exploitation. C'est-à-dire que pour une même ISA, pour une même architecture processeur, vous pouvez avoir des ABI différents. Par exemple, là, je suis sur une machine Linux, x86-64. L'ABI qui est utilisé pour le x86-64 sous Linux est différente de l'ABI qui est utilisé dans Windows. Vous avez les mêmes instructions processeurs, vous avez la même spec, par contre, les conventions d'appel sont tout à fait différentes. Très pratique.
Donc l'ABI va définir des conventions d'interface, comme une API. Finalement, quand vous faites du web ou quand vous avez une bibliothèque, bah, vous avez une API. Là, c'est une ABI, ça se fait vraiment au niveau binaire. Donc ça va définir les types de données, leur largeur, comment ils sont exploités, le bootisme, encore une fois, parce que vous avez des ABI, vous avez des processeurs qui sont capables de travailler en octet de poids fort et octet de poids faible avant. Donc LSB first ou MSB first, des deux manières. En fait, c'est programmatique, c'est à vous de décider à quel moment vous travaillez dans quel mode. Par contre, le système d'exploitation, il a besoin de savoir. Donc, il va dire, bah, vu que tu es capable de gérer les deux modes, tu vas faire dans les appels de fonction exploiter ce mode-là systématiquement. Vous pouvez donc il va définir l'utilisation des registres, les conventions d'appel aux fonctions, comment sont passés les arguments en fonction, dans quel ordre, etc., etc., comment sont envoyés les résultats et comment sont propagées les exceptions quand vous avez un langage de type C++, par exemple. Voilà. Donc tout ça, c'est spécifié aussi. Donc vous avez Lisa, qui est vraiment le très très bas niveau, l'ABI qui vient juste au-dessus, qui va définir les conventions d'interface. Et donc je vais vous présenter l'ABI System 5 x86-64, donc c'est celle qui est utilisée notamment sur les systèmes Linux x86-64. Là, je vous mets juste un petit résumé. L'ABI x86-64, comme celle de Windows, c'est des gros pavés à lire, hein, c'est un petit peu chiant à lire. Là, je vous ai juste fait un extrait choisi, mais dans cet extrait choisi de 3 paragraphes, on a juste les informations qui sont suffisantes pour nous pour écrire une JIT. Donc, on nous dit que c'est une plateforme 64 bits, que la stack grandit en descendant des adresses hautes plutôt vers les adresses basses, que les paramètres aux fonctions sont passés par les registres RDI, RSI, RDX, RCX, R8, R9, etc., etc., que les fonctions doivent préserver impérativement les registres RBX, RSP, RBP, R12, R13, R14. Donc, ça veut dire que si vous les utilisez dans votre programme, vous devez d'abord les sauvegarder, travailler avec, et lorsque vous retournez de votre fonction, vous devez les restaurer. Et vous avez des scratch registers, des registres qui ne sont pas du tout préservés, et donc que vous pouvez utiliser comme RAX, RDI, RSI, RDX, RCX, R8, R9, R10, R11. Donc c'est des scratch registers, vous en faites ce que vous voulez. Voilà. Après, je vous passe les histoires de handlers de signaux. Et une fois qu'on sait ça, bah, c'est très simple. Donc on va regarder un petit peu une fonction minimale en C++, d'ailleurs une fonction qui en appelle une autre. Si on a une fonction qui s'appelle function, qui va appeler la fonction hello world. Voilà, hello world, qu'est-ce qu'elle fait? Elle envoie sur la sortie standard hello world. Jusque-là, facile. Donc, si on regarde un petit peu son anatomie en assembleur x86-64, avec un code évidemment simple et non optimal, hein, donc c'est un exemple, notre compilateur, ou si vous l'écrivez à la main, vous pouvez l'écrire de telle manière. Donc, avec le prologue de fonction, comme on a dit, il faut sauvegarder RBP. Le RBP, c'est le pointeur de base qui va nous permettre de pouvoir réserver des emplacements en mémoire pour les variables locales si on en a besoin, de sauvegarder le pointeur de pile, parce qu'on a besoin de le restaurer à une valeur particulière, et ensuite de dire, bah, je stocke l'adresse de la fonction hello-world dans le registre RAX, et j'appelle RAX. Comme la fonction hello-world, elle peut être partout en 64 bits, et que les appels directs ne se font dans cette ABI que sur 32 bits, bah, en fait, je contourne la difficulté, je prends l'adresse 64 bits, je la mets dans un registre, et je fais un appel indirect via le registre RAX. Comme ça simplifie les choses. Et puis une fois qu'on a fait ça, bah, on a l'épilogue de fonction où on dit bah, on restaure le pointeur de pile, on restaure le registre RBP et on fait un arrête. Terminé. Donc ça, une fois qu'on sait faire ça, on sait presque tout faire. Donc son code binaire après assemblage, voici ce que ça donne. Donc ici, on va retrouver le prologue de fonction. Donc push RBP, ça génère le code binaire à l'adresse 0, le code binaire 55. Move RBP, RSP, c'est 4889E5. Ça, je ne l'invente pas. Je prends l'aspect du processeur de Lisa x86-64 et on nous dit que les instructions sont encodées comme ça. Push RBP, c'est 55. Il n'y a que ça à savoir. Donc vous prenez dans votre matrice d'opcode et vous mettez ça dans votre code. Ici, on va retrouver, donc je stocke l'adresse de Hello World directement dans RAX, j'appelle RAX et ensuite j'ai l'épilogue de fonction. On va le faire en C++ maintenant. On va générer ce code binaire directement en C++. Pourquoi? Bah parce qu'on est des fous. Donc, je vais vous modéliser donc, un générateur de code binaire, la fameuse classe hostcode dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, elle a besoin d'un constructeur, d'un destructeur classique. Elle a quelque part un buffer qu'elle va allouer, dans lequel elle va stocker le code binaire. Comme tout à l'heure, comme le bytecode, on va allouer un buffer. On a un itérateur dessus pour savoir où on est dans notre buffer et la taille de ce buffer. Et ensuite, on a une fonction d'allocation pour allouer ce buffer et une fonction de désallocation. On va y revenir juste après, c'est très intéressant. Et on a de quoi, bah, comme tout à l'heure, émettre un octet dedans, émettre un word, émettre un long, émettre un mot de 64 bits, etc. Et puis quelques accélérateurs. Si je veux faire push RBP, bah, qu'est-ce que je fais? Ça va faire juste emit byte 0x55. Facile. Comme ça, ça permet de
d'avoir des petits reminders et d'éviter d'avoir tout le temps en tête de faire push, de faire emit byte 0x55, c'est plus facile d'écrire push RBP. Et puis de quoi exécuter ce buffer. Donc on va venir sur les fonctions d'allocation. C'est là qu'est le truc un petit peu tricky pour une JIT, parce que vous ne pouvez pas juste faire un malloc ou un new dans n'importe quel langage, stocker du code binaire dedans, exécuter. Si vous faites ça, vous avez une faute de segmentation assurée. Pourquoi? Parce que les systèmes d'exploitation modernes, ils vous empêchent de pouvoir avoir n'importe quelle zone de mémoire directement exécutable pour des raisons de sécurité. Donc si vous allouez un buffer, que vous mettez du code binaire dedans et que vous l'exécutez, segmentation fault. Donc il faut dire quelque part au système d'exploitation, donne-moi un endroit dans la mémoire dans lequel je peux écrire, et ensuite dans lequel je peux exécuter mon code. Donc c'est ce que va faire, donc dans le constructeur, la méthode allocate. Donc la méthode allocate, la première chose qu'elle fait, elle va dire au système d'exploitation, donne-moi la taille d'une page mémoire optimale. Donc ça, il n'y a rien à inventer. On lui dit sysconf, donne-moi la taille d'une page mémoire. Il va nous renvoyer le plus souvent 4096 pour dire la taille d'une page mémoire optimale, c'est 4096 octets. Et ensuite, on va appeler une méthode intéressante qui s'appelle mmap, memory map. Ça veut dire au système d'exploitation, alloue-moi un segment quelque part en mémoire qui va faire la taille de ma page mémoire ou un multiple de cette taille de page mémoire et sur laquelle j'ai le droit de lire, j'ai le droit d'écrire et j'ai le droit d'exécuter. Cette page mémoire, elle est privée au programme, elle est anonyme, c'est-à-dire que je ne peux pas la référencer ailleurs dans le système d'exploitation par un identifiant, et donc mmap va faire ça. Il va nous renvoyer une adresse dans laquelle je sais que j'aurai une page mémoire qui sera lisible, inscriptible, exécutable. Voilà. La fonction des allocations fait exactement l'inverse. Elle fait juste mmap de l'adresse qu'on a eue tout à l'heure. Donc une fois qu'on a fait ça, on est presque les rois du monde, puisque là je vous fais juste le détail des méthodes pour émettre un octet. Bah, en fait, j'itère dans mon buffer. Tant que je n'ai pas débordé de mon buffer, bah, je peux créer des octets dedans. Et puis emit word, emit long, etc. Ça fait juste que des emit bytes. Il va prendre chaque morceau de chaque nombre et pouvoir les stocker dedans. Donc ça, pour écrire les valeurs dans le tampon, c'est facile. Et ensuite, on va générer les instructions, comme je vous le disais. Donc si je veux faire push RBP, je vais faire emit byte 0x55. La méthode move RBP RSP, elle va faire emit byte 0x48, 0x89, 0x5, etc., etc. Donc pour chaque instruction assembleur que vous voulez générer, vous allez finalement générer un mutateur comme ça. Voilà. Et ensuite, pour exécuter le code, bah, une fois que vous avez généré alimenté votre buffer, bah, vous récupérez un pointeur, une référence sur ce buffer. Vous dites que c'est un pointeur de fonction. Vous vérifiez éventuellement qu'il n'est pas nul. On ne sait jamais, quelque part dans votre programme, il aura peut-être un pointeur nul. Donc il est valable. Et ensuite, vous déréférencez ce pointeur, ici. Voilà, vous déréférencez ce pointeur et vous l'appelez. Et normalement, tout doit bien se passer. Donc on va écrire un programme de test. Notre programme de test, le voici. Donc je vais instancier, donc j'ai ma méthode hello-world, je vais instancier ma classe hostcode, et puis bah, je vais écrire le code qu'on a fait tout à l'heure, qu'on avait fait à la main. Donc push RBP, move RBP, rsp, etc. jusqu'à arrête. Et ensuite, donc ça on retrouve l'épilogue de fonction, la méthode execute, donc, et normalement ça doit nous imprimer hello-world. Donc compilons le programme, exécutons-le, ça nous affiche hello-world. Croyez-moi sur parole, hein, j'ai le programme, comme c'est un peu dense, je ne vous le fais pas tout de suite, puis j'ai une démo à vous montrer à la fin. Ça fonctionne. Et si on veut s'en convaincre, qu'on analyse au débugger, on va lancer d'autres débuggers avec le programme, on va mettre un point d'arrêt sur la méthode execute, on va exécuter le programme, le point d'arrêt va être déclenché, et puis ensuite on va dire bah, désassemble-moi quelque part la page de mémoire que j'ai allouée avec mmap, et désassemble-moi le code, les instructions qui sont dedans. Eh bien il va nous renvoyer ça, exactement ce qu'on a généré. Donc c'est super, et si on fait continue, bah, il imprime hello world. Donc easy peasy, c'est bon. Tout à l'heure, je vous ai parlé des basic blocks. Ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant parce que générer du code comme ça à la volée, c'est bien pour une petite fonction, mais parfois, on va générer du code qui est un petit peu complexe, avec des embranchements, des if, des jumps, ce genre de choses. Et donc, on a créé cette notion de basic block en compilation qui est en fait une séquence de code qui est sans embranchement, qui n'a qu'un seul point d'entrée, qu'un seul point de sortie. Ça permet notamment de créer finalement un graphe d'exécution simple, et de pouvoir gérer ces basic blocks de telle manière que le compilateur, à l'aide de plusieurs passes d'exécution ou d'analyse, est capable d'optimiser ces basic blocks, de pouvoir patcher des adresses en mémoire, etc. Donc c'est assez pratique.
Donc si on prend un basic block très simple pour la fonction hello world, bah, normalement, si on respecte cette convention, on va dire, donc on a l'entrée de la méthode dans le basic block 1, on a le prologue de fonction, on stocke la valeur de hello world dans RAX, on appelle RAX, mais là, RAX, ça sort. Donc on crée un deuxième basic block dans lequel on va stocker l'épilogue. Et les basic blocks sont chaînés entre eux. Normalement, si votre compilateur est malin, comme il voit que en fait, l'appel de la fonction hello world, c'est une sortie à un endroit, mais on revient au même endroit après, il est capable de fusionner ces deux basic blocks en un seul basic block. Si on regarde un exemple un petit peu plus complexe, on prend une fonction qui va appeler hello world un certain nombre de fois. On lui dit appelle-moi hello world 64 fois. Donc il va prendre le compteur et il va appeler hello world jusqu'à ce que ce compteur tombe à 0. Si on regarde un petit peu le basic block, comment il va être fait un petit peu comme ceci. Le prologue de fonction, il va comparer si le compteur est déjà 0 ou pas. S'il est déjà 0, à ce moment-là, il part directement au basic block de l'épilogue. Donc là, il va patcher une adresse en mémoire et partir à ce basic block-là. Et s'il n'est pas égal à 0, il va appeler hello world et décrémenter le compteur jusqu'à ce qu'il tombe à 0 et ensuite revenir sur le basic block ici. Donc ça, le compilateur, il va générer des petits morceaux de code machine qu'ensuite il va assembler, il va pouvoir analyser, faire quelques optimisations et d'avoir quelque part un graphe d'exécution sur lequel il peut s'appuyer fortement pour faire, là encore une fois, pas mal d'optimisation. Donc si on modélise un basic block, ça ressemble à ça. Donc vous avez donc votre constructeur-destructeur, vous avez une référence vers votre code hôte, puisque le basic block, c'est juste une référence quelque part vers votre code hôte en mémoire. Donc avec un début, une fin. Votre basic block, c'est telle instruction à telle adresse, instruction de fin à telle adresse. Voilà. Et ensuite, les basic blocks sont stockés en gros dans un vecteur ou un arbre en fonction de ce que vous voulez faire. Des méthodes pour effectivement réinitialiser ce basic block, de pouvoir l'exécuter si on a besoin, et de pouvoir déréférencer notre host code. Donc si on suit un petit peu cette procédure, on a un deuxième exemple qui va générer les basic blocks. Donc un premier basic block qui va créer une fonction, qui va faire un appel à une fonction qui s'appelle hello world 1, et un deuxième basic block qui va faire un appel à une deuxième fonction hello world 2. Donc on a l'initialisation du host code, un basic block qui va pointer sur host code, un deuxième qui va pointer sur host code, et donc on va générer le premier basic block qui va appeler hello world 1, le deuxième basic block qui va appeler hello world 2, et on est capable d'exécuter chacun des basic blocks indifféremment. Donc en fait, on a un conteneur de code machine dans lequel en fait on a plusieurs fonctions, plusieurs sous-programmes qui sont représentés par des basic blocks. Ce qui évite si on doit écrire plusieurs fonctions assembleurs à la volée, donc d'instancier un host code pour chaque fonction, puisqu'on aurait du gâchis de mémoire. Donc on va profiter du fait qu'on préalloue beaucoup de mémoire pour un host code et que les basic blocks vont aller chercher dedans et donc pouvoir mutualiser l'usage de cette zone de mémoire. De la même manière, on compile le programme, on l'exécute, on va voir hello world 1 et hello world 2. Ça fonctionne encore une fois. Et si on analyse au debugger, de la même manière, tout à l'heure, on va exécuter le code et on va dire désassemble-moi ce qu'il y a dans hostcode, dans ce qui a été alloué par mmap, et on va voir de façon contiguë qu'on va avoir le premier basic block ici et le deuxième contigu en mémoire. Et les basic blocks, par contre, dans le code, ils savent très bien où sont chaque point d'entrée de chaque fonction. Voilà. Donc là, on est plutôt bien. On sait générer plusieurs fonctions, les appeler, et on sait mutualiser. Donc maintenant, on va finaliser notre machine virtuelle, parce qu'on a écrit tout à l'heure une machine virtuelle qui est capable de manipuler du bytecode, de le générer et d'exécuter. Bah, cette fois-ci, on va dire, en plus, génère-moi du code machine. Donc on va exécuter du bytecode ou du code natif. C'est la bonne question tout à l'heure, parce que je vous ai dit, première exécution, est-ce qu'on doit d'abord interpréter ou est-ce qu'on doit exécuter le code natif? Bah, la première chose qu'on va faire, c'est dans la méthode run, on va dire que si notre function, la classe function que je vous ai dit tout à l'heure qui pointe sur la version compilée de notre bytecode, elle est appelable, c'est-à-dire que si on a déjà généré du code machine, alors on appelle directement le code machine qu'on a généré. Sinon, on va dire translate-moi le code, c'est-à-dire interprète le bytecode, génère le code machine intermédiaire, et lorsqu'on rappellera cette fonction, il rentrera dans la première branche. Donc finalement, on va juste modifier notre code, de la même manière le fetch and decode. Donc c'est toujours notre boucle switch qu'on retrouve tout à l'heure. On va générer le prologue de fonction, l'épilogue de fonction. C'est la chose qui diffère par rapport à tout à l'heure, parce qu'on va générer une grosse fonction finalement qui va nous permettre de pouvoir compiler dynamiquement notre bytecode. Et on va retrouver notre switch case dans lequel on va dire plutôt que execute nop, il va faire execute and compile nop. Donc il va exécuter le bytecode correspondant à la méthode nop et il va générer le code binaire correspondant. Pareil pour la méthode i64, pareil pour la méthode add, subtract, multiply, divide, etc., etc. Donc on va juste
rajouter une petite étape de génération de code machine dans chacune de ces fonctions. Donc le fetch and decode, le prologue et l'épilogue, on va générer un premier basic block qui correspond au prologue, l'épilogue, un basic block qui correspond à l'épilogue. Et pour toutes les méthodes qui sont intermédiaires, c'est-à-dire l'exécution du code de la calculatrice RPN, eh bien, on va exécuter, compiler micro-instructions. Donc si on regarde par exemple les méthodes i64 par rapport à ce qu'on avait tout à l'heure on avait execute i64, là on va avoir execute i64 et emit i64. Execute i64, il va exécuter la méthode je stocke un nombre sur la pile de la calculatrice, et en plus juste derrière, comme ce sera exécuté, on lui dira génère-moi le code machine correspondant, qui globalement fera un call à la méthode qui va bien. Et donc ce qui va se passer, c'est que chaque opcode qui va être compilé comme ça, donc normalement on a une boucle sur laquelle on a un switch case et on itère sur toutes les instructions, donc c'est un surcoût. Là ce qu'on va faire, on va générer le code machine de tous les appels qu'on va stacker dans hostcode, et en fait on va avoir un code qui va être finalement déroulé linéairement en mémoire avec les appels de toutes les fonctions de la calculatrice RPN qui seront exécutées de façon séquentielle, sans plus aucun overhead. Voilà, donc on exécute, on émet, et voilà, et on return 8. Et donc, si on en est sur cette partie-là, sur la méthode donc execI64, on appelle l'opérateur i64, et sur la méthode, c'est celle-là qui est intéressante, emit i64, donc on crée un basic block sur lequel on génère, on stocke les paramètres de la méthode, puisqu'on va lui dire je te mets un nombre de 64 bits sur la pile, et ensuite j'appelle la méthode qui correspond à la méthode OPI64 qui va permettre de stocker, d'appeler la méthode d'empilage. Et on finalise notre basic block et on ajoute le basic block à la liste des basic blocks. Donc normalement, en mémoire, on va avoir un vecteur avec la liste de tous les basic blocks, le prologue, chaque méthode correspondant au bytecode qui sera généré en assembleur et qui sera appelé, et l'épilogue. Et donc là, je vous propose de faire la démo, en espérant sans effet Bonaldi. Donc le programme est disponible sur mes dépôts Git. Alors, je vais faire juste une petite translation de mon terminal. Voilà. Donc, il y a le code source, c'est super. Je vais dans le répertoire SRC. Là, c'est pas très pratique. Voilà, RPNCalc. Donc, on va compiler notre calculatrice. Voilà. Cette calculatrice, elle a une aide en ligne de commande. Voici l'aide en ligne de commande. Et donc, je vais appeler ma calculatrice en lui disant, allez, première chose à faire, exécute. Pardon, je vais faire. Voilà, comme ça, je vais faire 1, 2, add, exécute. Voilà, il me dit, j'exécute l'expression RPN, 1, 2, add. Donc, je push 1 sur la pile, je push 2 sur la pile, je fais add, je récupère le résultat qui est 3. Super. Donc, ça, je l'ai interprété. Je vais faire la même chose, je vais compiler l'expression. Je compile l'expression, il me dit, super, j'ai compilé l'expression, je ne vais pas demander de l'exécuter. Donc le résultat, c'est 0 pour l'instant. Parce que je vais lui dire, compile-moi l'expression et exécute-la. Donc il me dit, je compile l'expression, il dit que le bytecode n'a jamais été translaté, il va exécuter le bytecode et le translater en code machine. Et là, il nous dit précisément ce qu'il fait. J'émets le function prologue, j'appelle la méthode i64, j'émets le code i64, j'exécute la fonction i64, j'émets le code i64, j'exécute add, j'emit add et je génère epilogue. Donc, par rapport à ce message, si je l'exécute ce code une seconde fois, donc je fais un double run, on se retrouve avec le même cas. Et la deuxième fois où j'exécute la fonction compilée, il nous dit le bytecode a déjà été translaté, j'exécute le code machine qui a été généré. Et il appelle directement le code machine et on passe plus du tout par la machine virtuelle. Là, c'est le code natif qui est exécuté directement. Donc ça, faire une simple addition, c'est plutôt facile. Alors, on peut s'amuser à faire pas mal de choses. On peut dire, hop, RPNCalc, on va calculer la suite de Fibonacci, si vous voulez bien. 0, 1, compile. Je vais faire, 0, 1, fib. Compile. Je vais stocker 1 et 2 sur la pile. J'exécute. J'ai un guillemet.
Ah oui, exact. Alors, attendez, je vais faire ça. CTRL E. On va faire ça. 0,1 fib. Je vais faire un run. Parce que normalement, je dois pouvoir faire ça. Voilà. Alors, il nous dit... j'ai oublié compile, autant pour moi. Voilà. Première exécution, il nous dit le retour, c'est 1. Le deuxième... je suis en train de faire une bonne aldite. Attendez, du coup, je l'ai fait make check. C'est pas très pratique comme ça. Voilà. Voilà. Si je vous montre un petit peu où est-ce que ça a été fait, voilà, c'est ici que ça se passe. Voilà. Donc, si on exécute cette fonction-là, donc fib, donc qui appelle la fonction de Fibonacci, qui prend les deux nombres qu'il a précédemment, il les ajoute ensemble, etc. Vous connaissez le principe. Donc, je lui dis de compiler ce truc-là. Fib, en fait, ça fait plusieurs micro-instructions que vous voyez ici, qui va dupliquer des valeurs qui sont sur la pile, il va les stocker dans des registres intermédiaires, il va faire des additions, il va restaurer cette valeur, il va faire ses calculs, etc. Donc, je lui ai dit, compile-moi donc Fibonacci, pousse-moi 0 et 1 sur la pile, puisque c'est les deux valeurs initiales de la suite de Fibonacci, et ensuite exécute-moi ça 15 fois. Et donc, la première fois où il rentre dans sa fonction, il va nous interpréter et nous générer le code machine, il va nous dire le résultat c'est 1, et les fois suivantes, il va exécuter le code machine directement. Il n'y a plus ce overhead, et il va nous permettre d'exécuter la suite de Fibonacci avec la vitesse native de votre processeur. De la même manière, vous pouvez avoir des exemples un peu plus complexes en disant bah, vas-y, récupère-moi une valeur aléatoire, et puis fais-moi un générateur de nombres aléatoires. C'est cet exemple-là, par exemple. Donc, de la même manière, la première fois, il va rentrer, il va générer son code, il va générer son bytecode, il va interpréter ce bytecode, il va générer le code machine, et ensuite, il va l'exécuter. Voilà. Donc, vous pouvez, et là, vous pouvez avoir aussi une fonction en disant récupère-moi le nombre de secondes depuis, le nombre de millisecondes depuis le 1er janvier 70. Tu me l'affiches à l'écran, et ensuite tu attends 10 millisecondes, et puis tu boucles comme ça. Puis on s'exécute 15 fois. Voilà. Donc il est capable de faire ce genre de choses. Donc là, on a une calculatrice qui est complète, qui est capable de générer du bytecode. Il a sa propre machine virtuelle, de pouvoir le compiler de façon native, et de pouvoir l'exécuter. C'est exactement ce qui se passe dans vos VM aujourd'hui, qu'elles soient Java, C#, que ce soit votre machine virtuelle JavaScript. C'est comme ça que ça fonctionne. Bien sûr, de façon plus complexe. Là, c'est un code pour l'exemple. J'ai été amené à développer des JIT dans le domaine professionnel où vous pouvez après, une fois que vous savez faire ça, passer à l'étape suivante qui va être d'avoir plusieurs phases d'optimisation. C'est-à-dire vous pouvez générer du code machine qui est lui-même instrumenté pour voir est-ce que les branches que vous générez dans votre code, est-ce qu'elles sont empruntées souvent ou pas, et d'alimenter des compteurs à certains endroits, de dire « Ah, cette branche-là, je la prends très souvent. » Donc je vais demander à mon compilateur interne de réorganiser le code pour favoriser ce branchement. Vous pouvez faire des choses qui sont intéressantes. Par exemple, mesurer si vous avez du code très haute performance. Je pense notamment dans des automates de trading, par exemple, où vous devez aller très vite. Vous pouvez mesurer les caches mises de votre processeur. C'est-à-dire à quel point vous allez chercher une valeur dans le cache de niveau de votre processeur et pourquoi elle n'est pas disponible. Et donc, essayer de demander à votre compilateur en temps réel de faire en sorte d'optimiser que les valeurs que vous recherchez sont toujours très très proches dans le cache de votre processeur. Donc ça, c'est des choses que vous pouvez mesurer. Et donc votre code, la première fois que vous l'exécutez, c'est du bytecode. On génère du binaire qui va être instrumenté. Les deuxièmes fois, ce binaire, il va être exécuté plusieurs fois. Il va récupérer des statistiques d'exécution et il va pouvoir générer des versions de plus en plus optimales jusqu'à un certain niveau qui va vous permettre d'avoir donc des performances relativement élevées. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand vous prenez une machine virtuelle Java, dans certains cas nominaux, bah vous avez des vitesses d'exécution qui sont très très proches d'un langage compilé tel que le C++ ou le Rust par exemple. Le overhead est très très peu perceptible dans les cas nominaux. C'est vrai aussi pour le C#, c'est vrai aussi par exemple pour les machines virtuelles JavaScript qui aujourd'hui ont fait des bonds extraordinaires ces 15 dernières années, puisqu'on est passé sur des machines virtuelles qui justement font ce travail d'analyse, d'optimisation en temps réel, et qui sont capables de dire à l'aide d'opérations heuristiques que ce bytecode-là, par exemple, ça vaut peut-être pas le coup de le translater en binaire parce qu'il sera a priori exécuté qu'une seule fois. Par contre, celui-ci, ça vaut le coup de le compiler tout de suite en binaire et de l'instrumenter parce qu'on pressent qu'il va être exécuté plusieurs fois. Voilà. Donc là, on a
toucher quelque part un petit peu le... Je vais vous réafficher les slides. Voilà. Donc pour conclure, on a juste gratté la surface. Vous présentez l'implémentation d'une machine virtuelle et de la recompilation dynamique en 50 minutes. C'est tendu, c'est un sujet qui est dense. J'espère que j'ai réussi un petit peu à vous démystifier tout ça. Comme je vous ai dit, on pourrait descendre très très loin sur les phases d'optimisation, l'optimisation des basic blocks, etc. Là, vous voyez à peu près comment ça fonctionne. Pour aller un petit peu plus loin, si vous voulez, vous pouvez aller consulter le code de ce que je vous ai présenté. Donc, c'est disponible sur mes miroirs Git. Donc, GitHub, GitLab, Bitbucket, vous pouvez les retrouver sans aucun problème. Si vous trouvez des choses ou vous voulez vous amuser avec les pull requests sont les bienvenus, il n'y a pas de problème. En tout cas, allez voir le code. Il a été fait de telle manière que normalement, même si vous n'êtes pas forcément habitué au C++, vous devriez vous retrouver vos petits et vous pouvez faire des expérimentations peut-être dans d'autres langages. En tout cas, vous avez de quoi vous amuser pour faire une sandbox. Vous pouvez aussi me retrouver, donc un petit peu d'autopromo, sur les réseaux sociaux, donc sur Twitter principalement, Twitch, YouTube. Et si vous avez des questions, je pense que je peux peut-être en prendre une ou deux, je ne sais pas. Et je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté.